Salut l'équipe, j'espère que vous êtes fin prêts pour une nouvelle étape de mon top 100 NBA 2024 parce que oui, aujourd'hui on continue. Cette fois on va s'intéresser aux places 25 à 11, soit la crème de la crème, ceux qui se rapprochent du top absolu. Si vous avez manqué les épisodes précédents, pas de soucis, tout est affiché là et vous aurez tout ce qu'il faut sur ma chaîne YouTube avec une playlist dédiée où chaque joueur est analysé en détail. Je ne vais pas revenir sur chaque choix ici, donc si vous voulez savoir pourquoi un joueur se trouve à telle ou telle position, je vous conseille de checker mes vidéos précédentes, tout y est. Puis comme toujours, petit rappel, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce classement ne se base que sur le niveau actuel des joueurs, maintenant, en septembre 2024. Il ne s'agit pas juste d'un bilan de la saison précédente, ni même d'une prédiction du futur. On ne se concentre que sur le présent. Ici, on met de côté l'âge, les contrats, ou encore le potentiel des joueurs concernés. En fait, on parle de qui, selon moi, est le plus capable de faire gagner une équipe tout de suite. À préciser également, c'est important, pour faire ce top, évidemment, je ne me suis pas limité au stade brut. J'évalue le talent pur, la polyvalence, le QI basket et surtout la capacité à impacter une équipe quelle qu'elle soit dès maintenant. Bref, qui est le meilleur à l'instant T, c'est ça la véritable question que je me pose. Puis comme d'habitude, faut le savoir, ce classement est 100% subjectif, c'est le mien, les désaccords seront nombreux, c'est inévitable et c'est tout à fait normal. Puis je sais aussi que plus on va s'approcher de la place 1 et plus les sentiments vont parler, je l'ai déjà vu les années précédentes. Alors s'il vous plaît, je vous demande de faire preuve d'un maximum d'ouverture quand vous commenterez. Tous ceux qui n'apporteront pas un minimum de limite dans leur façon de parler ne seront même pas lus, ça ne m'intéresse pas, tous ceux qui pensent avoir un avis objectif ou qui se considèrent comme des gourous. Par contre, évidemment, j'ai super hâte de lire les autres, alors ne vous privez pas. Bref, les bases sont posées, alors ne perdons plus de temps, place aux places 25 à 11 de mon top 100 NBA 2024. Place numéro 25 pour débuter, et on retrouve un joueur qui s'est pas mal fait critiquer ces dernières années, Trae Young, qui perd 8 places par rapport à l'an dernier. Déjà, faut pas se méprendre, Young reste l'un des meilleurs playmakers de la ligue. Ses quasi 11 passes décisives par match sont là pour le prouver, avec sa capacité à lire les défenses et à les déstabiliser avec ses passes millimétrées, il reste un pur chef d'orchestre sur le terrain. Et puis, n'oublions pas son tir longue distance, qui fait toujours des ravages. Peu de joueurs dans la NBA actuelle peuvent shooter avec autant de régularité de très loin. Avec ses lectures, ses passes et son shoot, il force les défenses à s'adapter en permanence. Mais malgré ses qualités offensives indéniables, la saison 2023-2024 de Trae Young s'est encore montrée au moins un petit peu compliquée. Bien que ses chiffres bruts soient encore solides, avec ses quasi 26 points par match et 43% de réussite au tir, il y a plusieurs éléments qui m'ont conduit à le faire descendre dans ce classement. D'abord, la saison des Hawks a été un peu chaotique. Certes, Trae a fait ses stats, mais l'impact sur les résultats de son équipe n'a pas suivi. Son style de jeu ball dominant a parfois semblé plus préjudiciable que bénéfique à sa team, rendant l'attaque des Hawks un petit peu trop prévisible à mon goût. Et quand il a manqué des matchs cette saison, j'en parlais lors de la dernière vidéo quand j'abordais le cas Dejounte Murray, Atlanta a limite mieux joué, ce qui interroge sur sa véritable influence dans un système collectif. Puis autre point important, évidemment, la question de la défense. On le sait que ce n'est pas son fort, et cette saison, ça a continué d'être un problème. Il est souvent ciblé par les équipes adverses, et même s'il peut compenser en attaque, ça reste un facteur limitant pour sa place dans mon classement. Le truc, c'est que malgré ses performances individuelles, les questions autour de son avenir à Atlanta sont de plus en plus pressantes. Est-il vraiment le leader qui peut mener cette équipe loin en playoff? Donc ouais, Trae reste un meneur de jeu élite et c'est bien pour ça qu'il apparaît toujours dans le top 25 de mon classement. Ceci dit, à ce jour, j'ai trop d'interrogations le concernant pour le placer plus haut. Place maintenant à la place 24 et Ja Morant, qui perd 10 places par rapport à l'an passé, et je ne vous cache pas que ça a été hyper compliqué de lui trouver la bonne position, la position adéquate. On parle ici d'un joueur électrisant, une vraie machine à highlight. Quand il est sur le terrain, c'est simple, il peut faire basculer un match en à peine quelques possessions. Ses accélérations fulgurantes et sa capacité à finir près du cercle, souvent contre des intérieurs bien plus costauds que lui, sont tout simplement uniques. Il est capable de tout faire, attaquer le panier sans avoir peur de personne, distribuer des caviars à ses coéquipiers et mener son équipe à des victoires importantes. Tout ça, c'est très lourd. Mais voilà, ces 2 dernières saisons ont été marquées par des absences notables et plutôt inquiétantes. Cette année par exemple, après avoir purgé sa suspension de 25 matchs, sa saison s'est vue se terminer après seulement 9 rencontres en raison d'une blessure à l'épaule. Malgré tout, sur ce tout petit laps de temps, il a prouvé qu'il était toujours au niveau All-NBA, il a porté Memphis sur ses épaules et a permis à sa team de performer dès son retour. En fait, cette baisse de 10 places s'explique surtout par une chose, et elle n'est pas liée au terrain. Aussi performant et électrisant soit-il, son attitude hors parquet s'est montrée réellement problématique en 2023. Même s'il assure s'être repenti, ce n'est pas la première fois qu'il fait des promesses, et force est de constater qu'il ne les a pas toujours tenues. De plus, les soucis de santé qu'il a connus ne lui ont pas permis de me prouver totalement qu'à nouveau, il pouvait avoir la tête à 100% concentrée sur le basket, et sur sa carrière. Ces 9 petits matchs, non, ils ne m'ont pas suffi. Alors avant d'avoir la certitude que les polémiques qu'il a connues appartiennent désormais totalement au passé, cette place 24 me semble plutôt justifiée le concernant.
Ah, maintenant, en 23, un cas épineux encore une fois, Zion Williamson. Depuis sa draft, on a tout entendu à son sujet, et cette saison, dans mon classement, il monte de 5 places, et ça me semble mérité. Déjà, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un joueur aussi explosif, aussi puissant, et cette année en plus, Zion a enfin réussi à franchir une étape cruciale. Il a joué 70 matchs, un record en carrière, ça change pas mal de choses. Quand il est sur le terrain, il transforme totalement cette équipe des Pelicans. On parle d'un gars qui plante 23 points par match, à 57% au tir, tout en distribuant 5 passes et en prenant presque 6 rebonds. Ce genre d'efficacité offensive, couplé à sa capacité à dominer physiquement ses adversaires, le rend quasiment inarrêtable lorsqu'il est sur le terrain. De plus, ce que j'ai aimé cette saison chez Zion, c'est sa prise de conscience en tant que ball handler. Il ne se contente plus de bulldozer les défenses comme à ses débuts, ouais, je trouve qu'il a bien appris à attirer l'attention maintenant, pour mieux servir ses coéquipiers, et même si ses stats ne crèvent pas forcément l'écran en termes de rebond ou de contre, sa lecture du jeu et son placement défensif se sont largement améliorés à mes yeux. Il est en train de devenir plus complet, plus polyvalent, et c'est ce qu'il place dans mon top 25. Mais voilà, même aujourd'hui, on ne peut toujours pas parler de Zion sans parler de ses problèmes de santé, et là encore, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. La saison était superbe, mais encore une fois, il s'est blessé au pire moment, pendant le premier match de play-in contre les Lakers, alors qu'il était en train de sortir une masterclass avec 40 points, 11 rebonds et 5 passes, mais là, bim, élongation aux ischios, et une absence pour tout le reste de la post-season. Ce match résume tellement la carrière de Zion jusque-là, des performances de folie, mais une santé toujours très fragile. Aujourd'hui, on ne l'a toujours pas vu évoluer en play-off, et c'est vraiment dommage. Je pense qu'il est un joueur capable de rendre une équipe immédiatement compétitive, rien que par sa présence sur le terrain. Cependant, ne pas avoir eu l'occasion de le voir jouer pour l'instant au plus haut niveau, c'est-à-dire en post-season, le pénalise forcément au moins un petit peu dans ce classement. Passons maintenant à la place 22 où l'on retrouve Paul George qui lui se maintient dans mon top. Il est le seul joueur de mon ranking à ne pas bouger d'un iota par rapport à l'année dernière. Et je vous entends déjà d'ici, comment un joueur de déjà 34 ans peut-il encore se maintenir alors que ses meilleures années maintenant sont bien derrière lui? Eh bien déjà parce que Paul George c'est toujours l'un des meilleurs two-way players de la ligue. Il a beau avoir pris de l'âge, ses performances restent ultra solides, avec ses quasi 23 points par match à plus de 47% au tir et 41% à 3 points, il continue de punir les défenses adverses avec une efficacité redoutable. Il est un joueur qui n'a aucun mal à créer pour lui, et qui en plus a déjà prouvé qu'il pouvait coexister avec d'autres stars. À côté de ça, défensivement, il est toujours capable de ralentir les meilleures menaces extérieures, grâce à son envergure, son expérience et sa science du jeu. Même s'il a perdu un petit peu en qualité athlétique, avec l'âge, son QI basket, lui, s'est développé, et ça compense, au moins partiellement. Après oui, on peut lui reprocher de ne pas être hyper fiable du point de vue de la santé, mais cette saison, en régulière, il n'a loupé que 8 matchs. Il n'est finalement peut-être pas aussi fragile que sa réputation le laisse entendre. Maintenant, est-il toujours capable d'être l'option 1 d'une équipe ambitieuse? Je ne sais pas, mais peu importe, ce n'est pas ce qu'on va lui demander à Philadelphie. Par contre, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ces dernières saisons, sa présence n'a pas suffi aux Clippers pour passer un vrai cap en playoff, et ça le pénalise dans mon classement. Mais là où je reste confiant, c'est que au moins en saison, PG a montré qu'il pouvait toujours porter sa team quand il le fallait, notamment quand Kawhi a manqué des matchs. Il n'est peut-être plus la superstar qu'il a été, mais il est encore largement capable de performances dignes d'un joueur super élite sur certaines séquences. Alors malgré les quelques doutes que j'ai à son sujet, ses qualités me suffisent, je pense, pour justifier qu'il mérite de se maintenir dans ce ranking. Allez, première très grosse chute pour aujourd'hui, celle de Jimmy Butler, qui apparaît à la place 21 de mon classement et qui perd 16 places. C'est là que je me rends compte que ceux qui ont râlé il y a un an à la publication de mon top avaient sûrement raison. Après son parcours épique jusqu'au final 2023 et les très bons résultats du hit sur les années précédentes, je me dis que je l'avais potentiellement largement surestimé. Parce que ouais, l'évidence est là, Butler n'a pas du tout répondu aux attentes cette saison. Jusque-là, rien qu'au vu de ses perfs mémorables et régulières en playoff, aussi bien collectivement qu'individuellement, pour lui, une place dans le top 10 me semblait presque automatiquement acquise. Mais voilà, force est de constater que la saison passée, les choses ont été bien différentes. Si à nouveau, il a été pas mal blessé en régulière, je n'ai pas retrouvé son impact d'avant lorsqu'il était sur le parquet. Comme s'il avait la tête ailleurs un petit peu, comme s'il était déconnecté, en mode pilote automatique. Résultat, le Heat a dû passer à nouveau par le play-in pour accéder aux playoffs, moment où Jimmy Butler s'est blessé. Pas de playoff Jimmy donc en 2024 et ça l'a forcément pénalisé. Le miracle de l'année précédente ne s'est pas reproduit. Pourtant, tout n'est pas à jeter chez lui. Il score toujours ses 27 points par match, ses pourcentages restent toujours propre, et en défense, il est toujours un crack. Ses chiffres montrent qu'il a encore des armes pour peser, même avec l'âge qui commence à se faire sentir du haut de ses 35 ans. Tout ça, c'est réel, mais pour moi, ça ne lui permet pas de rester dans le top 10, ni même dans le top 20 d'ailleurs. Jusque-là, la qualité principale de Butler était d'être un compétiteur incroyable, un joueur toujours là au bon moment, quand son équipe avait besoin de lui, et cette saison, je n'ai absolument pas retrouvé ce trait de personnalité chez l'ailier. Rien qu'en termes d'envie, j'ai trouvé qu'il n'était plus le même, et les résultats du 8 cette saison ont montré que tu ne pouvais pas constamment faire l'impasse sur la régulière, en espérant ensuite que tout se passe bien en playoff. Alors en attendant de voir si Butler arrive à retrouver cette combativité qu'il a portée pendant toute sa carrière, j'ai quand même du mal aujourd'hui à le voir plus haut que cette place 21.
Plaçons maintenant à la place 20 et De'Aaron Fox qui gagne une petite place par rapport à l'an dernier, et ce que l'on retiendra grosso modo c'est qu'il est resté dans le même range. Déjà sur le plan individuel, il vient de livrer une saison très solide, à plus de 26 points, 5 rebonds et 4 passes, tout ça en terminant meilleur intercepteur de la ligue, c'est carrément propre. Avec sa vitesse ahurissante et sa capacité à slalomer entre les défenseurs, Fox continue son ascension, et j'ai apprécié que cette saison, alors que c'était un petit peu un point noir avant, ou au moins un point gris, il ait réussi à augmenter ses pourcentages derrière l'arc, tout en augmentant leur volume. Ça aussi, c'est significatif. Pour un joueur comme lui, qui s'appuyait beaucoup sur le jeu en pénétration, cette progression est tout simplement cruciale. Ça force les défenseurs adverses à monter plus haut sur lui, et forcément, ça lui ouvre davantage d'espace pour son jeu en pénétration. Maintenant, ce qui m'embête un petit peu plus malgré cette progression individuelle, c'est que cette saison, les Kings n'ont pas pu participer aux playoffs. Après une grosse campagne 2022-2023, Sacramento n'a pas réussi à totalement confirmer, et c'est dommage, même si c'est sévère d'imputer la totalité de la faute à Fox, pour ça, qui a su rester très performant, et surtout qui a continué à se montrer méga clutch dans les moments chauds, j'aurais aimé qu'un joueur de sa trempe montre encore plus qu'il pouvait porter sa team vers les sommets. Au final, concernant cette saison, individuellement, ça a été mieux, mais collectivement, ça a été moins bien. Logique donc qu'il reste plus ou moins dans le même range que l'année précédente, en ne gagnant qu'une petite place. La suite avec la place 19 maintenant est Domantas Sabonis, le coéquipier de De'Aaron Fox, qui lui arrive en force, en gagnant 8 places. Pour ceux qui se demandent pourquoi une telle progression, il suffit de regarder la grosse saison qu'il vient de réaliser. En fait, j'avais encore pas mal de doutes le concernant l'an passé, sur ses perfs en playoff, mais surtout sa défense. Sauf que là, même si Sacramento n'a pas participé à la post-season en 2024, peu importe, j'ai trouvé que Sabonis, véritable machine à double-double, avait littéralement porté les Kings sur ses épaules. Ok, il score moins que Fox et il est difficile de savoir qui est le leader de l'équipe. Voilà pourquoi ils sont si proches dans mon top. Mais en vrai, malgré la grosse clutchitude de Fox, j'ai de plus en plus l'impression que le cœur et l'âme de cette équipe des Kings, c'est Domantas Sabonis. Plus de 19 points, 13 rebonds et 8 passes de moyenne, tout en jouant 82 matchs sans broncher, c'est juste méga impressionnant. Cette capacité à peser dans tous les secteurs et à être fiable nuit après nuit, tout en restant en bonne santé, c'est primordial pour Sacto. En fait, j'adore que sa polyvalence lui permette de largement peser sur l'attaque des Kings, sans pour autant avoir scoré beaucoup de points. Maintenant oui, des limites défensives il en a, et c'est ce qui m'empêche de le classer plus haut. Mais peu importe, on parle d'un pivot qui vient d'être élu au NBA 2 années de suite, qui peut se comporter en véritable chef d'orchestre, qui présente des stats avancées de grand malade, et surtout, aujourd'hui, j'en suis sûr, peut être l'un des piliers autour duquel une équipe s'articule. Dommage que sa mobilité ne soit pas si folle, et qu'il puisse régulièrement être mis en difficulté sur les switches ou sur les pick and roll. Maintenant, soyons francs, à 28 ans, je n'attends plus forcément beaucoup de progrès de sa part pour lui de ce côté-là du terrain. Cependant, si au moins à partir d'aujourd'hui, il arrive à jouer les playoffs de façon régulière, je me dis qu'il pourrait ambitionner bien mieux que cette place 19 à laquelle je l'ai classé aujourd'hui. À la place 18 maintenant, Tyrese Haliburton, plus 14 places pour lui, un très grand bond en avant. Ouais, l'an dernier, le meneur avait déjà montré de belles choses, mais cette saison, il a clairement franchi un cap. En terminant la saison à plus de 20 points et quasiment 11 caviars, il a fini meilleur passeur de la ligue pour la première fois de sa carrière. Avec son flair, Haliburton a la capacité de dicter le rythme d'un match comme peu d'autres savent le faire, et le mix unique de vision de jeu, d'instinct et de créativité qu'il possède propulse l'attaque des Pacers soir après soir. Mais ce qui est fou, c'est qu'encore peu de temps avant, j'aurais pu le classer encore plus haut. Avant la blessure qu'il a handicapé sur la deuxième partie de saison, il jouait à un niveau qui frôlait le top 10. Malheureusement, de gros soucis aux ischios ont freiné son élan, et même s'il a réussi à revenir sur le terrain, on sentait bien qu'il n'était plus vraiment à 100%. Pourtant, malgré ce coup d'arrêt, il a participé à mener Indiana jusqu'au final de conférence, prouvant une fois de plus qu'il est non seulement un talent individuel de premier ordre, mais qu'il sait aussi rendre son équipe compétitive. En effet, ce qui le rend si spécial, c'est sa capacité à mixer une vision de jeu élite, mais aussi une adresse au tir vraiment respectable, super efficace, et assez exceptionnelle, je dois le dire. Des choix sûrs, une bonne adresse, et une faculté à dégainer en pull-up qui oblige les défenses à rester constamment sur leur garde, c'est lourd, et même si son shoot lui a un petit peu fait défaut dans certains moments clés, notamment en play-off, il a réussi à maintenir de très bons chiffres lors de la post-season. Et en défense, si on ne peut pas non plus le considérer comme un lockdown, son QI basket et son sens de l'anticipation lui permettent de performer un minimum. Quoi dire de plus? Pas grand-chose, à mon avis, ce cap qu'il a passé suffit à expliquer cette belle ascension. À 24 ans, avec un petit peu plus d'expérience et moins de blessures, je pense qu'il pourrait viser encore plus haut dans ce top. Go, la place 17 et Kyrie Irving maintenant, qui connaît un joli +8. Et en vrai, quand le meneur de jeu ne se disperse pas sur des choses qui ne concernent en rien le basket, il reste un joueur exceptionnel sur le terrain. Avec une ligne statistique de 25-5-5, Kyrie a rappelé à tout le monde la saison précédente pourquoi il restait l'un des joueurs les plus talentueux de la ligue. Son adresse à près de 50% au global, combinée à un excellent 40% à 3 points, fait de lui une menace offensive redoutable. Ajoutons à ça son handle hors du commun, sûrement l'un des meilleurs all-time, et on comprend vite comment il est capable de mettre à tout moment le chaos dans les défenses.
Depuis son arrivée à Dallas, je le trouve bien plus stable dans la gestion de sa communication hors terrain, et oui, ça se ressent sur le parquet. Pour moi, ça, c'est un facteur clé dans sa remontée. À une époque où Kyrie voulait s'éloigner de l'ombre de LeBron pour prouver qu'il pouvait diriger une équipe, il a fait preuve d'une vraie maturité en retrouvant un rôle de copilote qu'il a assumé avec brio. C'est en acceptant cette dynamique qu'il a pu maximiser son impact sur le terrain, en étant à la fois un finisseur ultra efficace et un facilitateur capable de créer de l'espace pour ses coéquipiers. Bien sûr, à côté de ça, tout n'a pas été parfait, même si j'ai majoritairement du positif à dire sur lui. Par contre, c'est vrai que les finales NBA ont montré que face à des défenses super agressives, comme celle des Celtics, il pouvait faire face à certaines limites, lui qui a vu tous ses chiffres et même son adresse largement chuter. Mais stop, là je suis hyper tatillon, car avant ça, lors des tours précédents, le meneur a été irréprochable et nous a livré des perfs vraiment mémorables, que ce soit contre les Clippers ou contre les Wolves. Finale NBA ratée ou pas, il reste un game changer, tout à fait capable de faire la différence quand ça compte vraiment. Du coup, si l'on fait le bilan, Kyrie, ça se voyait, avait à cœur cette saison de prouver à toute la planète basket qu'il était encore un joueur de niveau élite. Que ce soit individuellement ou collectivement, je trouve qu'il a atteint ses objectifs, et rien que pour ça, je pense, ça explique cette montée de 8 places dans mon ranking. Voici maintenant en 16 Donovan Mitchell qui, même s'il est un joueur qui a tendance à me frustrer parfois, connaît une petite montée de 4 places. Après je le sais, c'est sûrement personnel, et j'ai tendance à être beaucoup trop sévère avec lui. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai tenté de mettre un petit peu d'eau dans mon vin. Mitchell reste un arrière explosif, hyper complet, et cette année en tant que leader des Cavs, il l'a encore prouvé. Ses stats donnent une belle illustration de ce constat. Plus de 26 points, 5 rebonds et 6 passes, avec une adresse solide au global et à 3 points. Il est l'un des scoreurs extérieurs les plus redoutables de la ligue. Et malgré une certaine nonchalance, parfois je trouve ce qui m'a marqué, au-delà de ses simples chiffres, c'est comment il a réussi à élever largement son niveau de jeu en playoff. Lors de la dernière post-season, il a juste été phénoménal, avec presque 30 points par match, et ça en étant le moteur principal d'une équipe de Cleveland pas toujours au complet. Il a pris les rênes, porté son équipe, et montré qu'il avait cette mentalité de clutch player. Son combo d'athlétisme et d'adresse en pull-up rend chaque possession dangereuse pour l'adversaire. Défensivement, tu dois le respecter dès la ligne à 3 points, mais il est tellement rapide et vif que le moindre espace suffit pour le voir attaquer le panier ou poser un flotteur. Mais le truc qui me rend particulièrement sévère avec lui, malgré des chiffres corrects à la passe, c'est son côté individualiste. J'ai parfois l'impression qu'il monopolise trop la gonfle, sans forcément impliquer ses coéquipiers, ce qui évidemment peut nuire au collectif. C'est là qu'à 28 ans, il doit encore progresser, en sachant partager mieux les responsabilités tout en restant décisif, sachant qu'également son implication en défense est parfois très douteuse. Alors en conclusion, avec tout le talent qu'il possède, je me dis que s'il arrivait à trouver un meilleur équilibre entre le scoring et les autres domaines, il pourrait viser bien mieux que cette place 16. À la place numéro 15 de mon top 100 NBA 2024, on retrouve maintenant Kawhi Leonard, qui lui connaît une chute de 4 places par rapport à l'année dernière. Il est toujours l'un des joueurs les plus talentueux de la ligue, mais cette baisse dans mon classement est symptomatique d'une réalité qui devient trop évidente pour être ignorée aujourd'hui, sa santé. Alors on commence par ce qui fait de Kawhi Leonard un joueur d'exception. Quand il est sur le terrain, il reste une machine des deux côtés du parquet. Avec ses 23 points par match à 52% au tir et un impressionnant 41% à 3 points, il demeure un scoreur d'élite, capable de tout faire avec une précision chirurgicale. Que ce soit en pull-up ou en pénétration, il sait exploiter chaque espace pour punir ses adversaires. Ajoutez à ça sa défense sur l'homme qui est toujours redoutable, et ouais, avec lui on a toujours l'un des joueurs les plus complets de toute la NBA. Mais le problème c'est que cette excellence on la voit trop rarement, même si Leonard a quand même pu disputer 68 matchs cette saison, soit plus que lors de chacun des 6 derniers exercices, dès que les Clippers ont eu besoin de lui en playoff, il était encore absent. C'est ça qui casse les burnes avec lui, désolé du terme, parce que ok, sur le terrain c'est un monstre, mais comment classer un joueur aussi haut quand il n'est pas en mesure d'être là quand ça compte? Il a eu beau disputer 2 matchs de playoff la saison précédente, sur les 6 que les Clippers ont disputés, il était beaucoup trop diminué pour peser réellement. C'est tragique parce que quand Kawhi est là sur le terrain en pleine forme, il est tout simplement inarrêtable. Cependant pour moi, même s'il en a largement le talent, ça l'empêche d'apparaître aujourd'hui dans mon top 10. On passe maintenant à Jaylen Brown, place 14, qui lui aussi connaît une montée de 4 places par rapport à la saison dernière. Il faut dire que sa saison 2023-2024 a été marquante à plus d'un titre, avec des stats solides à plus de 23 points par match et une présence constante sur le parquet avec 89 matchs joués, playoff compris, il a montré qu'il pouvait non seulement performer au plus haut niveau, lui qui a gagné le titre avec les Seas, mais surtout le faire de manière très régulière, et ça pour moi c'est un critère essentiel. Parce que oui, il faut le comprendre, il est allé jusqu'au trophée, on parle d'un Jaylen Brown qui a prouvé qu'il pouvait performer au top, même sur la plus grande scène. MVP des finales, mais aussi MVP des finales de conférence Est, il est aujourd'hui loin du joueur que certains critiquaient par le passé pour ses limites à la création et ses pertes de balles. Il a su élever son niveau de jeu et surtout se montrer réellement décisif, que ce soit en attaque avec ses pénétrations puissantes ou en défense avec son impact toujours aussi étouffant sur l'homme. Brown a été un facteur clé du 18e titre des Celtics. Et en fait, même si Boston, ok, c'est l'équipe de Tatum avant tout, Jaylen Brown est bien plus qu'un second couteau. Le duo qu'il forme avec ce dernier est l'un des plus terrifiants de la ligue, et le fait que les Celtics aient remporté le titre cette année avec Jaylen Brown en joueur
majeur sur les dernières séries prouve que cette complémentarité fonctionne à merveille. Alors ouais, il n'a pas été All-NBA cette saison, mais en playoff, l'ailier a amplement prouvé à ses détracteurs qu'ils avaient tort. Aujourd'hui, il est champion NBA, MVP des finales, et tout simplement l'un des meilleurs two-way players de la ligue. Alors oui, peut-être qu'il n'est pas vraiment le visage de ces Celtics, mais peu importe, tous ces constats me laissent penser qu'il mérite amplement cette place 14. Allez, on arrive maintenant à la place 13 et Devin Booker qui chute de 5 places cette année. C'est vrai, ça peut surprendre de voir un joueur de ce calibre reculer, surtout à son âge, mais j'ai mes raisons. Comme souvent, on commence avec les points positifs. Booker est l'un des arrières les plus efficaces de la ligue, et ses statistiques en 2023-2024 le confirment. Plus de 27 points par match avec des pourcentages impressionnants, sans oublier ses presque 7 passes décisives par rencontre. Mais ce qui m'a marqué encore plus chez lui, c'est sa capacité à scorer de partout sur le terrain, de toutes les façons. Pull-up, cut, mouvement, gestion du ballon, il est une machine offensive. Point barre. Alors pourquoi cette chute? Je pense qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Si Booker est globalement excellent sur le terrain, il n'a pas non plus pu offrir le coup de boost nécessaire à Phoenix qui cette année encore a flanché trop tôt en playoff en se faisant sweeper dès le premier tour. Sa performance monumentale de 49 points lors du Game 4 face à Minnesota a certes montré son talent, mais si ça ne permet pas à ta team de gagner, ça sert à quoi? Surtout que les 3 autres matchs n'ont pas été de la même trempe. Au final, difficile de dire qu'il ne s'est pas fait dominer dans son duel face à Anthony Edwards. Pour autant, son recul dans ce classement ne remet pas en question son immense talent. À 27 ans, il est toujours l'un des meilleurs scoreurs de la planète et ses qualités de playmaking ont encore progressé la saison dernière. Sans vrai meneur à Phoenix, Booker a su bien endosser ce rôle de créateur, tout en minimisant les pertes de balles, c'est fort. Mais voilà, dans une équipe des Suns encore en rodage et encore quelques doutes dans sa réussite collective, je trouve que c'est chaud aujourd'hui de lui trouver une place dans le top 10. Go maintenant la place 12 et Anthony Davis qui lui perd 2 places par rapport à la saison dernière et j'avoue que dit comme ça peut paraître un petit peu sévère. Bah ouais, on parle d'un joueur qui jusqu'à maintenant a toujours été beaucoup pénalisé par ses problèmes de santé et qui la saison passée a pu disputer 76 matchs en régulière, un record pour lui. Avec plus de 24 points, 12 rebonds et 2 contres de moyenne, il a maintenu un niveau statistique que peu de joueurs peuvent égaler. Sur le plan défensif, il reste une véritable serrure dans la peinture, capable de protéger le cercle avec une facilité déconcertante. Mais ce n'est pas tout, il est également l'un des meilleurs joueurs de la NBA pour switcher sur les arrières, un atout majeur aujourd'hui dans le basket moderne. Cependant, ce qui a conduit à sa petite baisse selon moi, c'est son rôle offensif, qui parfois a manqué de constance. Oui, Davis est encore une force quand il attaque le panier, mais son shoot extérieur reste un point faible. Son agressivité n'est pas tous les soirs au rendez-vous, et son jumper a quasiment disparu, ce qui évidemment limite ses options face à des défenses qui s'adaptent de mieux en mieux à son jeu, qu'ils connaissent parfaitement bien. Malgré ça, il a été un pilier essentiel pour les Lakers en saison, et même en playoff. En tournant à plus de 27 points et 15 rebonds sur la post-season, lui aussi fait partie de ces joueurs qui ont été héroïques. Mais le problème, c'est que les Lakers, qui ont connu des difficultés en saison collectivement, n'ont pu gagner qu'un petit match lors de cette période dans la série face à Denver. Encore une fois, réussir à pondre des chiffres de mammouth, c'est vraiment bien, mais si ça ne te permet pas de gagner, ça perd quand même de la valeur. Maintenant oui, à 31 ans, AD reste l'un des tout meilleurs big men de la ligue, et ce des deux côtés du terrain. Cependant, certaines limites offensives et une propension à ne pas trop se développer dans certains aspects de son jeu lui ferment, à mes yeux, la porte du top 10 cette année. On finit pour aujourd'hui avec un point positif, une énorme montée en puissance. Jalen Brunson qui termine à la place 11 et connaît une immense progression de 15 places par rapport à la saison passée. 15 places à un tel niveau du classement, c'est énorme, gros respect pour lui. Attention les yeux. Déjà, le meneur a définitivement mis fin à toutes les idées reçues selon lesquelles il ne pourrait pas être un leader d'une équipe qui gagne. La saison 2023-2024 qu'il a sortie avec les Knicks est tout simplement exceptionnelle. Avec une moyenne de 29 points et 7 passes par match, il a porté toute la ville de New York sur ses épaules dans cette très belle campagne réalisée par les Knicks. Et là où il a été impressionnant, c'est qu'il a maintenu ce niveau en playoff, avec des chiffres encore plus monstrueux, à plus de 32 points et 7 passes jusqu'au deuxième tour. Même si ces Knicks, décimés par les blessures, ont chuté justement en demi-finale de conférence face aux Pacers, difficile de reprocher quoi que ce soit à Jalen Brunson. Et ce qui est nouveau chez lui, et ce qui m'a frappé, c'est son gros impact des deux côtés du terrain. Offensivement, il est capable de tout faire, attaquer le cercle avec puissance et intelligence, créer son propre tir ou encore distribuer le jeu pour ses coéquipiers. Il est un vrai danger en pull-up et en pénétration, et tout ça avec des pourcentages élites. Puis défensivement, même si on ne peut toujours pas dire que c'est son point fort en raison de ses outils limités, il n'a aucun mal à amplement gêner les porteurs de balles adverses grâce à son envie et grâce à son agressivité. C'est ça la clé chez lui, un mental à toute épreuve et une espèce d'intensité constante qui tous les soirs porte sa team. Aujourd'hui, il est un leader, un vrai, il est vocal, il est décisif, il montre l'exemple et pour moi, sa capacité à ajuster son jeu en fonction des besoins de l'équipe est exceptionnelle. Il a clairement été au cœur de tout ce que les Knicks ont fait de bon la saison précédente et ce, malgré un Julius Randle blessé pendant toute la fin de la régulière et toute la durée des playoffs. Alors que pendant longtemps, je pensais que Brunson avait besoin d'un autre All-Star à ses côtés pour permettre à son équipe de performer, force est de constater que non. On parle d'un joueur qui a fini dans le top 5 de la course au MVP et qui clairement mérite cette immense ascension dans mon classement. Mais le truc que je me demande, c'est vous en pensez quoi, vous, de tout ça? J'ai hâte de lire vos retours concernant ces 15 nouvelles places que j'ai dévoilées aujourd'hui. Lâchez-vous en commentaire.